classe bourgeoise qui profite des mesures Macron, qui est de toute façon un candidat qu'elle avait soutenu dès 2017. Les mesures de Macron, elles ont d'abord nui aux personnes les plus pauvres, la suppression des APL, le démantèlement du Code du travail, et les personnes qui ont le plus profité du quinquennat de Macron, ce sont les 1% les plus riches. Donc, du point de vue de l'échec ou de la réussite d'une politique, quand elle ne profite qu'à 1 à 10% d'une population, on peut dire que c'est un échec. Mais qui peut donc encore vouloir voter Macron? Alors c'est une question qui se pose encore avec plus de force quand on sait que les quartiers populaires sont tentés par le vote Mélenchon. Cette question formulée de plusieurs manières, nous la lisons régulièrement dans les commentaires, en dessous de nos vidéos. Et nos camarades de Frustration Magazine ont choisi de consacrer un article à cette question, justement. Alors que certains sondages nous expliquent que jusqu'à 31% des Français veulent déposer un bulletin dans l'urne au profit de l'actuel chef de l'État. Qui sont ces 31% de Français? Qu'est-ce qui les détermine? Il faut lire l'article pour avoir des réponses à ces questions, mais pour vraiment vous donner envie de le lire, nous avons fait appel à Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, chroniqueur aux médias et auteur de l'article en question. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Pas de problème. Et de faire découvrir ce magnifique chat qui fait sa toilette derrière. C'est juste fantastique. Elle est chez elle. Elle est chez elle, c'est mignon. Alors avant d'évoquer la sociologie ou la typologie du fan club d'Emmanuel Macron 2022, on voudrait savoir, Nicolas, ce qui, à ton avis, rend le bilan d'Emmanuel Macron difficile à défendre. Alors, on a fait plusieurs synthèses sur le sujet dans Frustration, notamment en particulier son bilan économique et social et son bilan sur la question des inégalités femmes-hommes, qui était censée être la grande cause de son quinquennat. Dans les deux cas, en fait, on a un bilan qui est négatif simplement parce que les grandes mesures qui ont été prises par Macron sont un échec par rapport aux objectifs affichés. Donc, sur le plan économique et social, c'est assez net. On a des mesures fiscales en faveur des plus riches qui étaient censées relancer l'activité, la croissance, etc., qui n'ont pas du tout produit ces effets-là. C'est-à-dire que ça n'a pas produit d'effet positif sur l'emploi, par exemple. Ça, ce sont les organismes ministériels qui le disent. Toutes ces politiques d'exonération massive et de subvention aux entreprises privées qui nous coûtent des dizaines de milliards d'euros par an n'ont pas non plus porté leurs fruits. Et le démantèlement d'une partie, parce qu'il en reste heureusement du Code du travail, n'a pas abouti non plus à des créations d'emplois. Donc sur le plan, par exemple, de l'emploi d'un point de vue social et économique, les mesures de Macron n'ont pas permis d'augmenter l'emploi, elles ont permis d'augmenter les inégalités sociales entre les classes supérieures et les personnes les plus modestes. Donc là, le seul effet clair, mesurable des politiques de Macron sur le plan économique et social, ce sont l'accroissement des inégalités. Donc, de ce point de vue-là, le bilan, il est calamiteux pour la plupart des personnes, en réalité, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on n'est pas riches, on ne fait pas partie des 10% les plus riches, et les personnes qui ont le plus profité du quinquennat de Macron, ce sont les 1% les plus riches. Donc, du point de vue de l'échec ou de la réussite d'une politique, quand elle ne profite qu'à 1 à 10% d'une population, on peut dire que c'est un échec. Et on peut dire que la majorité des gens qui vont voter pour Macron, probablement, n'ont pas bénéficié du quinquennat passé et ne vont pas bénéficier du quinquennat à venir. Donc un bilan dit positif qui ne repose que sur des mensonges, finalement. Pour toi, le cœur de l'électorat de Macron, ce sont les bourgeois et les sous-bourgeois qui veulent continuer à kiffer. Alors, c'est une partie significative de l'électorat de Macron. On peut dire que c'est la partie qui, tout au long du quinquennat, est restée fidèle à Macron, a continué de soutenir, même au plus fort des Gilets jaunes. Quand vous aviez des sondages d'opinion sur les mesures du président, on avait toujours une partie de la population qui validait ces mesures, qui validait sa personne, et cette partie, c'était les plus diplômés et les plus riches. Ceci dit, par rapport à alors pourquoi pour ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'effectivement, les mesures de Macron, elles ont d'abord nui aux personnes les plus pauvres, la suppression des APL, le démantèlement du Code du travail. Tout ça, ce sont des personnes qui exposent la majorité des gens, on va dire, qui gagnent autour du salaire médian ou moins du salaire médian. Donc forcément, les personnes les plus riches, elles, ont vu de nouvelles opportunités. C'est vrai qu'on a une classe bourgeoise qui profite des mesures Macron, qui est de toute façon un candidat qu'elle avait soutenu dès 2017, dès 2016 d'ailleurs. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Par contre, si c'est le cœur de son électorat, c'est pas un électorat qui lui suffirait
pour passer au second tour et pour remporter cette seconde présidentielle. Oui. Il a besoin d'autres personnes pour ça, et la dynamique actuelle en sa faveur, en tout cas telle qu'elle est mesurée par les sondages, montre qu'il n'y a pas que les bourgeois et les sous-bourgeois. Donc les sous-bourgeois à frustration, nous, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la courroie de transmission entre ceux qui possèdent les moyens de production, qui possèdent les entreprises, qui dirigent les administrations et les entreprises publiques, et ceux qui travaillent. Donc c'est un peu la classe des cadres, la classe des intellectuels, la classe des producteurs d'idéologie, que peuvent être certains artistes, par exemple, qui ont pignon sur rue. Donc ces deux catégories, effectivement, se retrouvent dans le vote Macron, et c'est tout à fait logique. Mais ce qui interpelle, c'est le reste. Ce qui interpelle, finalement, c'est ces 30% de votants. Donc tu évoques aussi les retraités, en tout cas une partie des retraités. Oui, alors sur les retraités, en fait, il y a eu beaucoup de blagues là-dessus sur Internet. C'est-à-dire qu'au moment où Macron a annoncé que sa mesure phare, c'est d'être la retraite à 65 ans, en cela, il ne faisait que lever le voile sur ses intentions réelles lors de sa précédente réforme des retraites. À l'époque, tout le monde disait le but de cette réforme, c'est d'augmenter la durée de cotisation et de faire partir les gens plus tard. Les macronistes disaient non, c'est un mécanisme par contre, etc. En réalité, on sait très bien ce qu'ils voulaient, c'était ça. Et on peut dire que en vue de ce possible, on n'espère pas, second quinquennat, Macron, il lève le voile là-dessus. Et du coup, il y avait une sorte d'ironie du sort à voir que c'était notamment dans les soutiens de la réforme des retraites, c'était déjà le cas en 2019, et maintenant dans une partie des soutiens de Macron, on a des plus 65 ans, c'est-à-dire des gens qui ne seront pas concernés par cette réforme, qui va concerner des gens qui sont actuellement au travail et qui actuellement se disaient déjà que 62 ans c'était très tard et que 65 ans ça le serait encore plus, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir à 65 ans, à 62 ans actuellement, s'ils ont des carrières interrompues. Ouais. Donc il y a quelque chose d'assez comique, mais disons de rire jaune à constater que des gens qui ne vont pas subir la réforme la soutiennent. Mais ça, c'est le cas finalement pour beaucoup de réformes, puisqu'il y a beaucoup de gens aisés, par exemple, qui vont soutenir un président qui risque encore de supprimer toute une partie de notre protection sociale, et ce sont des gens qui n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est assez logique. Après, ce qu'on a regardé, c'est que selon les différents sondages d'opinion, donc on a essayé d'en croiser un certain nombre, en fait, les retraités ne votent pas beaucoup plus Macron que les autres, en termes de proportion. On est dans les mêmes ordres de grandeur, mais par contre, c'est un groupe qui se mobilise beaucoup plus. C'est-à-dire que ce sont des gens qui déjà ont déclaré qu'ils allaient voter, alors que le reste de la population, par exemple, le taux d'abstention potentiel est bien plus élevé, notamment chez les jeunes. C'est ça qui entraîne en réalité cette surreprésentation des seniors dans l'électorat de Macron, c'est simplement qu'ils sont plus nombreux à aller voter. Mais en termes de proportion, finalement, les retraités sont plutôt répartis comme le reste de la population. C'est pour ça que ce serait peut-être un peu injuste de dire que les retraités votent Macron. En réalité, 25 à 30% des retraités. Et aussi, une petite précision sur le chiffre qu'on utilise. Donc, on parlait de la dynamique Macron à 31%. Ce n'est pas 31% de la population, évidemment, il faut faire bien attention. À ce stade des différents sondages, il y a à peu près 70% des gens qui se sont prononcés pour leur candidat. C'est-à-dire qu'il y a encore 30% dont on ne sait pas pour qui ils vont voter. Et donc, si on rapporte le 30% en faveur de Macron à ceux qui sont sûrs d'aller voter, en réalité, ça donne à peu près 20% de la population. Donc, il y a 20% de la population en âge de voter qui semble décider à voter Macron. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui semble décider à voter Macron, en tout cas. Et puis, 30% des gens encore qui ne savent pas pour qui ils vont voter et qui peuvent encore se décider. C'est pour ça que tout n'est pas joué et que c'est important de le dire. Autre sous-catégorie, Nicolas, les gens de droite qui aiment l'autoritarisme de Macron, alors même qu'il a été élu en grande partie par un électorat PS, c'est-à-dire centre-gauche, une sous-catégorie que tu juges un peu moins durement. Enfin, on peut peut-être revenir donc du coup sur cette sous-catégorie de gens de droite qui aiment l'autoritarisme de Macron. Oui, en fait, c'est que Macron, il a aussi changé d'électorat en 5 ans. Faut quand même bien se rappeler que c'était quasiment un candidat socialiste à la base, que c'était un ministre socialiste qui longtemps s'est revendiqué de gauche et qui donc a joué de cette ambiguïté. Maintenant, ça semble loin, mais cette ambiguïté lui a permis de gagner en 2017. C'est-à-dire que le discours du ni droite ni gauche a été répété par toutes ces grandes rédactions mainstream, alors même que déjà, il était facile de voir qu'on avait affaire à un candidat libéral, mais pas forcément un candidat autoritaire sur le plan notamment des libertés publiques. Donc ça a été la surprise. Pour le coup, Macron n'a pas du tout respecté son mandat. Il était présenté comme quelqu'un de progressiste sur de nombreux aspects et c'est avéré que c'était un authentique conservateur.
Et durant son quinquennat, les libertés publiques ont reculé, notamment le droit à manifester a fortement reculé. Ça, tous les commentaires, notamment la Ligue des droits de l'homme, le montrent. C'est-à-dire que les techniques de répression ont changé. Elles ont changé également à l'égard des réfugiés, qu'on appelle migrants quand ce ne sont pas ukrainiens, on rappelle dans l'article, mais à l'égard des migrants, des réfugiés, la violence a été très forte. Elle a été très forte à l'égard des Gilets jaunes, elle a été très forte à l'égard des manifestants et des mouvements sociaux en général. Et d'une façon générale, la méthode de Macron, c'est une méthode de gouvernement qui est autoritaire et brutale par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Donc ça, effectivement, ça a conquis le cœur de tout un électorat qui est un électorat de droite, c'est-à-dire les gens qui croient vraiment qu'on a besoin d'ordre dans ce pays. Et par ordre, on entend un désordre orchestré en faveur des dominants, un désordre qui tient par l'autorité et par la force. Et donc ça, en ça, ils ont trouvé un président qui leur convenait. Sur les questions des inégalités hommes-femmes et des violences sexistes et sexuelles également, puisque finalement, c'est un président qui a quand même nommé un ministre de l'Intérieur qui était accusé de violences sexuelles, un ministre de la Justice qui a eu des propos aussi qui est sexiste de façon récurrente. Donc, il a envoyé des signaux en faveur des gens qui, dans ce pays, pensent que les questions de violence sexiste et sexuelle, c'est complètement secondaire, voire que c'est exagéré par la bien-pensance, tout ce que vous voulez, que les mouvements sociaux et les syndicalistes, c'est juste des fouteurs de merde qui doivent être matés à coups de matraque, que les migrants doivent être expulsés. Voilà, ces groupes-là, ils ont beaucoup de candidats pour eux actuellement, ce qui explique, je pense, pourquoi c'est un groupe qui est très partagé entre le vote Zemmour notamment et le vote Pécresse. Mais clairement, face aux contre-performances de Zemmour et Pécresse, finalement, c'est des gens qui pourraient se dire, Macron au moins, c'est quelqu'un qui a l'avantage d'agir comme on veut, sans avoir la mauvaise image que peuvent avoir des Zemmour et Pécresse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont les journalistes ne collent toujours pas l'étiquette de droite, ce qui lui permet en fait d'avancer ses pions très régulièrement. Donc finalement, quand on est de droite et qu'on veut que cette idée triomphe, le vote Macron est presque un vote rationnel. Oui, voilà, ça nous déculpabilise de voter pour un Macron plutôt qu'une Marine Le Pen. On se dit qu'on n'est pas trop à l'extrême. Une autre sous-catégorie que tu juges un peu moins durement, ce sont les personnes qui ont peur du changement et de la guerre. Donc là, ça pourrait peut-être du coup profiter à Macron, cette guerre en Ukraine. Oui, on a regardé les derniers sondages notamment qui montrent cette dynamique Macron. Les sondeurs appellent ça l'effet drapeau. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette expression, mais il s'agit de dire que dans un contexte de tension internationale, il y aurait une sorte de réflexe de soutien au président actuel et d'envie de stabilité politique face aux incertitudes mondiales. Alors, je tiens à dire qu'en plus, ce sentiment, il n'est pas tout à fait naturel, il est aussi construit politiquement. On a entendu de nombreux journalistes ou éditorialistes dire carrément qu'il était du coup nécessaire, vu le contexte de la guerre, de reconduire Macron. De leur part, c'est pas surprenant, c'est une exploitation un petit peu cynique du contexte international et de la souffrance des Ukrainiens, parce qu'en réalité, c'est des gens qui auraient soutenu Macron de toute façon. Mais du coup, il y a une sorte de prescription à la stabilité politique qui effectivement empêche de se projeter dans un ailleurs. Et toute une partie de l'article porte aussi sur une question classique qu'on peut avoir quand on veut transformer la société de façon en faveur de plus de justice sociale et plus d'égalité. C'est finalement pourquoi les gens ne vont pas vers ces transformations, qu'est-ce qui leur fait peur. Et donc on parle souvent de la peur du changement. Peur de changement qui est d'autant plus paradoxale que si vous regardez les sondages liés aux grandes questions politiques et économiques, les Français sont plutôt de gauche en fait. Ils sont plutôt hostiles au capitalisme, ils ne croient pas en la libre concurrence, ils ne croient pas dans le libre-échange, ils ne croient pas dans toutes ces valeurs que portent des gens comme Macron, comme Zemmour, comme Le Pen, comme Pécresse. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie forte entre ce que les gens pensent et ceux pour qui ils votent. Et on pourrait se dire pourquoi du coup ils ne votent pas à gauche, par exemple, pourquoi ils ne votent pas pour Mélenchon. Alors il y a la question de la peur du changement. Dans un contexte difficile, ça c'est une explication un peu contre-intuitive, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser souvent d'ailleurs à gauche que plus ça va mal, plus les gens vont vouloir le changement. Vous voyez, c'est ce slogan de manif, ça va péter. En réalité, l'expérience montre que les changements sociaux arrivent souvent dans des périodes
qui sont plutôt favorables sur le plan macroéconomique, et que dans les périodes difficiles comme celles qu'on connaît actuellement, très difficiles, parce que là, on a à la fois énormément de précarité, toujours beaucoup de chômage, parce que bon, on n'a pas parlé des mensonges liés au chiffre du chômage, mais il y a une grosse manipulation par rapport à ça. La réalité, c'est que les gens qui sont dans le mal-emploi, qui sont dans le halo du chômage, sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été. Avec ce contexte d'inflation des prix de l'énergie, ben, vous avez des gens qui sont dans la galère. Et la galère, alors ça, il y a différentes explications sociologiques par rapport à ça, pousse plutôt à se tourner vers des solidarités proches, c'est-à-dire à son cercle intime, à ses amis, à sa famille, aux gens sur qui on peut compter, que se projeter dans des collectifs plus grands, plus vastes, plus impersonnels, plus abstraits, que serait par exemple sa classe sociale ou son pays, par exemple. Et du coup, ça produit des effets de repli sur soi. Quand on dit repli sur soi, c'est pas de l'individualisme, au contraire, c'est de l'entraide forte au sein d'un petit entourage, mais du coup, une perte de confiance dans les grands collectifs. Et ça, c'est un effet qu'on tente d'expliquer dans l'article. Enfin, c'est une hypothèse, hein. C'est une hypothèse assez dramatique d'ailleurs, ce serait de dire qu'en fait, Macron a tellement déstabilisé les cercles de solidarité au niveau national, il les a tellement rendus détestables. Je veux dire, si vous avez contact avec Pôle emploi en ce moment, alors même qu'il s'agissait d'une assurance chômage qui était quand même conçue comme un mécanisme de soutien entre les travailleurs, on n'est plus du tout là-dedans. Maintenant, quand vous êtes à Pôle emploi, on vous fait sentir que vous êtes une bouche à nourrir, on vous parle hyper mal, ni bonjour ni merde, et ça vous dégoûte en réalité de tout mécanisme de solidarité. Et c'est valable aussi pour le RSA, c'est valable pour les caisses d'allocation familiale, toutes ces organisations qui avaient été conçues comme des modes de solidarité nationale et de solidarité entre travailleurs et travailleuses sont devenues des organismes d'État de charité qui vous soupçonnent de fraude au moindre document non envoyé. Donc en quelque sorte, ces mécanismes de solidarité collective ont été tellement décrédibilisés qu'aux yeux des gens, c'est plus des échelles finalement de changement valables. On n'a plus confiance en quelque sorte dans le genre humain. Et cette confiance, cette perte de confiance dans ses semblables, pour nous, elle est aussi une explication du fait qu'on a beau penser que ça irait mieux sans le capitalisme, on a beau penser qu'il faut des régulations collectives, on a beau penser qu'il faut être solidaires les uns des autres, on n'a pas confiance dans notre capacité à les réaliser. Et quand Mélenchon propose de réenchanter tout ça, de redonner véritablement de la solidarité, moi j'ai l'impression qu'il y a un grand scepticisme qui se dégage. Et lutter contre ce scepticisme, c'est très compliqué. D'autant plus que le discours de Macron, lui, c'est un discours qui se base sur notre défiance mutuelle. Macron, il nous dit qu'on va devoir être de moins en moins solidaires, qu'on va devoir se serrer la ceinture, que certains d'entre nous coûtent beaucoup trop cher, qu'il va falloir travailler plus. Tout ça est faux sur un plan macroéconomique. On s'est établi, on n'a pas besoin de travailler plus. On est les travailleurs et les travailleuses les plus productifs d'Europe. Notre système de retraite est finançable. Mais quelque part, ces mensonges se reposent sur aussi notre perte de croyance et notre perte de foi en ces mécanismes de solidarité et en nos semblables, en quelque sorte. Ça, c'est un peu tragique, quand même. Oui, cette peur du changement, tu l'expliquais par une lecture sociologique. Il y a aussi une lecture psychologique qui est intéressante. C'est que les gens s'accrochent à ce qu'ils connaissent, même si c'est douloureux. Donc, il faut aussi travailler sur ces leviers psychologiques. Alors là, c'est un autre chantier. Si on suit donc ton raisonnement, Nicolas, un grand nombre d'électeurs de Macron le feront contre leurs intérêts de classe. Que peux-tu leur dire pour les amener à reconsidérer leur vote ? Déjà, considérer, parce qu'un effet dont on n'a pas parlé, c'est un effet de performativité, c'est-à-dire que plus on dit que Macron est en tête, plus on pense qu'il va l'être, et plus en fait tout le monde se positionne par rapport à ça. Alors donc déjà, se dire que les choses ne sont pas fermées. Il nous reste plusieurs semaines, et un tiers des Français n'ont pas encore fait leur choix. Ce un tiers, il peut tout basculer. Et ce qui s'est vu d'ailleurs en 2017, c'est que ce un tiers, ce sont les jeunes, les ouvriers et les employés, et qu'en 2017, il s'était tourné massivement vers Mélenchon dans la dernière ligne droite, en quelque sorte. Donc, tout n'est pas joué, et il faut arrêter de sortir de ce schéma selon lequel la dynamique Macron, c'était une fatalité historique, statistique. Non, ça, déjà, c'est faux. Donc, on n'est pas obligé de devoir se positionner par rapport à ça. Ensuite, que dire ? Nous, ce qu'on essaie de faire à Frustration, et ce qu'on va continuer à faire, c'est de dire que Macron et ses proches, ce sont des gens qui mentent en permanence sur la capacité de notre pays à conserver ces modes de solidarité collective.
Par exemple, moi, je dirais aux gens que, et il faut continuer de dire, et vous le faites aussi aux médias, une retraite à 60 ans, ce n'est pas du tout infinançable. On n'a pas besoin de passer à la retraite à 65 ans pour bénéficier tous d'une retraite. Au contraire, c'est le plus sûr moyen qu'une grande partie d'entre nous qui mourront avant ou n'auront pas suffisamment de trimestres d'ici là, n'en auront pas. Hein. La retraite à 65 ans, ce n'est pas le maintien du système de retraite, c'est la fin des retraites pour une frange très significative de la population. Il n'y a pas de difficulté à financer les retraites. On finance les retraites par de l'emploi. On finance les retraites par une augmentation des cotisations patronales. L'argent a été très concentré par Macron auprès des plus riches, et il faut vraiment se dire que c'est comme s'il nous avait fait un cadeau, c'est comme s'il nous avait fait une épargne. On sait que toute une partie de notre argent est partie quelque part. Donc, on sait où le récupérer. Et avec cet argent, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire à des électeurs Macron qui ne sont pas des bourgeois, qui le savent très bien, les bourgeois, j'ai envie de leur dire, oui, vous êtes cohérents, mais les autres, j'ai envie de leur dire, on mérite mieux, en fait. On mérite mieux que de ressouffrir pendant 5 ans. On mérite de travailler moins, parce qu'on a travaillé énormément, parce que nos parents ont travaillé énormément. On mérite d'avoir des autoroutes gratuites, parce que ce sont nos grands-parents qui les ont construites. On mérite d'avoir une sécurité sociale qui fonctionne, parce que nos arrière-grands-parents se sont battus, et nos grands-parents d'ailleurs aussi, pour l'avoir, et elle reste en très bon état. On pourrait même aller plus loin, on pourrait avoir une sécurité sociale de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est un enjeu de santé. Il n'y a pas de raison que ça soit une galère individuelle où on soit chacun à essayer de dégoter nos produits bio pas trop chers pour donner de la bouillie pas trop mauvaise à nos enfants. Voilà, tout ça, on le mérite. Et j'ai l'impression que pendant 5 ans, Macron, ce qu'il a fait, d'ailleurs il l'a fait techniquement, c'est qu'il n'a pas cessé d'accumuler les phrases où il nous méprisait. Et je pense que ça a produit des effets et qu'à force, sur certains, ils se sont dit, ouais, c'est vrai, on n'en vaut pas très la peine. C'est vrai qu'on est des coûts, c'est vrai qu'on est des travailleurs coûteux, c'est vrai qu'on est des assistés, c'est vrai qu'on coûte plus cher que des travailleurs du Bangladesh, etc. C'est vrai que notre industrie est destinée à être démantelée. Non, tout ça, en fait, c'est entièrement faux. On a tout ce qu'il faut pour changer radicalement de situation. Et quand je dis radicalement, c'est pour du mieux, c'est-à-dire mieux vivre, avec des salaires plus élevés notamment, et avec des services publics et une sécurité sociale plus grande. Et il n'y a aucune fatalité à ce que ça se passe autrement en réalité. Et ils ont juste réussi à nous faire croire ça pour mieux s'enrichir. Et encore une fois, comme je disais, le fait que Macron ait enrichi autant les plus riches pendant 5 ans fait qu'en plus, on sait où trouver l'argent. L'argent n'a pas disparu, il est là, concentré, et il attend que d'être pris. Merci Nicolas. Je rappelle que Nicolas Framont est le co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, où il vient de publier un article passionnant et agréable, mais qui peut donc encore vouloir voter Macron. Foncez le lire. Il est aussi chroniqueur aux Médias TV.